un livre que vous avez réalisé avec le photographe Hervé René. Vous aviez précédemment consacré des livres à la famille Odorico, cette famille de mosaïstes qui est redevenue populaire à Rennes ces dernières années, après avoir eux aussi été longtemps cachés dans une partie du XXe siècle. Mais dans ce livre, ce sont d'autres lieux que vous nous proposez de regarder. Alors des lieux qui ne sont pas forcément toujours cachés, mais simplement on ne prend pas ou pas toujours le temps de bien les regarder. Quant à d'autres lieux de ce livre, eux sont plutôt cachés, certains d'entre eux n'étant ouverts que lors des journées du matrimoine et du patrimoine, comme la prison, l'ancienne prison Jacques Cartier de Rennes, que peut-être certains et certains d'entre vous sont allés découvrir ces dernières années. On y rencontre donc prison, réservoir, collection universitaire, hôtel particulier ou encore ce lieu. Alors l'image est un petit peu petite, j'en suis désolé, mais la première question, elle est pour vous, avant d'interroger Capucine. Sauriez-vous retrouver ce lieu par cet indice de ce grand escalier circulaire ou ovale? J'entends le Mabilé, quoi d'autre? Qui d'autre? Eh bien, bravo. Il n'y avait pas de piège. C'était bien le Mabilé, voilà, donc l'intérieur de ce lieu un peu étrange, hein, avec sa soucoupe volante sur le toit, donc au bout, à l'autre bout des quais Saint-Cyr et quais de la Pré-Vallée. Qu'est-ce qu'il raconte ce lieu pour vous, ce lieu caché, ce lieu fréquenté, hein, puisqu'il y a pas mal de gens qui travaillent autour, avocats, militaires ou dans la tech. Qu'est-ce qu'il raconte pour vous de ce qui est caché ou donné à voir dans la ville de Rennes? Il raconte beaucoup de choses déjà au niveau de l'architecture, parce que c'est une architecture de Louis Arèche. L'un des grands architectes de Rennes. Voilà, qui a quand même beaucoup œuvré à Rennes, dans les grands urbanismes, les ZUP, etc. Et qui, ce bâtiment, en fait, c'est le bâtiment de France Télécom, donc c'est celui qui a dû naître aussi de Minitel, par exemple. Ça, c'est quand même intéressant. Et puis, il a une fonction de repère sur le mail, il est visible de très loin, il est très impressionnant. Et je pense que beaucoup de gens se demandent un petit peu comment il est à l'intérieur, hein, parce qu'il a vraiment des formes très arrondies, très datées aussi. Mais il est fondamentalement moderne. Et on avait pu le découvrir à l'occasion d'une deuxième grande expo d'art contemporain qu'il y avait eu à Rennes. Entre son premier usage et son désamiantage et le nouvel usage. Voilà, il était désaffecté à ce moment-là. Et puis, depuis, on n'a pas eu l'occasion beaucoup de le voir. Mais il est en train de revivre et d'être de nouveau ouvert. Mais c'est surtout qu'il a des formes qui sont encore extrêmement modernes. Voilà, on a l'impression d'être dans une soucoupe, dans une station spatiale par moment. On a des cercles. Et puis, Hervé René sait très, très bien photographier l'architecture et est très doué pour mettre ça en scène. Qu'ont en commun alors tous ces lieux, celui-ci et puis les autres que j'ai cités, hein, la prison, le réservoir d'eau potable, l'hôtel Auberture, pour que vous ayez choisi de les rassembler dans ce même livre pour aller donner au regard et raconter ce qui est soit visible sans qu'on y prête attention, soit qui est caché? C'est vrai que ce sont des lieux que tout le monde connaît plus ou moins, mais qu'on ne peut pas fréquenter comme ça selon son désir ou selon une promenade. Et du coup, l'idée, c'était peut-être aussi d'explorer par la photo des petits endroits à l'intérieur de ces lieux qui sont encore cachés ou qui sont insolites. Des choses qu'on n'a encore pas montrées ou qu'on n'a encore pas vues. Et voilà, par exemple, on est allé derrière la coupole de la cathédrale de Rennes, qui est une coupole avec toute une structure métallique qui est absolument splendide. Voilà, donc des endroits qui sont très difficiles d'accès. On est allé dans la porte Mordelaise aussi, donc avec casque de chantier, chaussures de chantier, parce que c'est vraiment très, très dangereux. Mais donc des endroits que vous pourrez découvrir, et je pense qu'ils sont amenés à être réaffectés, réaménagés, peut-être
voilà, dans lesquels on pourra faire des choses dans le futur. Mais il y a aussi des lieux qui sont visibles au quotidien et qu'on ne regarde pas forcément. Pourquoi ça vous a aussi intéressé d'aller, cette fois-ci, proposer, de porter un regard sur ce qui peut être dans notre paysage ordinaire ? C'est-à-dire que je pense que le patrimoine est déjà un petit peu en danger. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout protégées, qui ne sont pas inscrites, qui ne sont pas classées. Et si on n'attire pas un petit peu l'attention sur sa valeur, sur ce qu'il porte aussi pour construire le futur, je pense qu'on risque de le perdre et on risque d'avoir des très mauvaises surprises en fait dans des destructions. Ça arrive assez fréquemment. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus si vous avez dans l'idée de Ouest France qui avait annoncé la destruction d'une très belle salle de bain Odorico là dans un immeuble en fait qu'on aurait tout à fait pu préserver ou voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont tout à fait possibles, même qui peuvent être inscrites dans un grand chantier de rénovation, de travaux, etc., qui peuvent être budgétés. Il y a des savoir-faire qui se perpétuent aujourd'hui et tout le monde sait restaurer. Donc, l'idée, c'est aussi quand on montre quelque chose qui n'est pas regardé devant des immeubles, des cours d'immeubles devant lesquels on passe sans lever la tête, parfois on les oublie et puis quand ils disparaissent, on se dit « Ah, c'était trop tard ». Ouais, parce qu'il y en a certains, comme ici, je ne sais pas si vous arrivez à très joli. Retrouver, à deviner où est-ce que c'est en plein centre. Voilà, c'est rue de la Baudrerie, donc pas très loin de la fameuse statue à la tête coupée, vraiment en cœur de ville. Qu'est-ce qu'elle raconte pour vous, cette façade qui traverse le temps, mais qui raconte aussi, dans la manière dont Hervé René a voulu la photographier, qu'elle est habitée et qu'on continue à y vivre. Exactement, elle a encore toute la configuration donc de son vieil âge, mais en même temps, elle a été très bien restaurée, très bien mise en valeur, et c'est très étonnant parce que c'est vraiment très chouette aussi de venir dans ces salons, parce que j'ai rencontré une dame qui a vécu et qui a rénové donc l'appartement, qui a fleuri le balcon, les balcons, etc. Juste hier. C'était assez sympa du coup d'avoir un témoignage vivant. C'est ça aussi le patrimoine, c'est que on a des histoires de vie et de souvenirs. Il y a vraiment toute une mémoire qui va avec. Le patrimoine, c'est pas figé en fait. C'est des gens qui ont habité, qui ont vécu, qui ont travaillé dans des lieux. Donc c'est en cela que c'est assez important. Et celle-ci, elle est très bien restaurée, elle est très agréable et on est surpris quand on est dans cette petite rue tout d'un coup de voir tous ces balcons très fleuris à certaines périodes. Et qui participe de l'identité aussi paysagère de la ville, parce que c'est aussi un des bâtiments de bois qui a pu traverser le temps. On sait que Rennes a connu un grand incendie en 1720 et que le bois en centre-ville, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça. C'est aussi un témoignage de ce qui est resté et de ce qu'on a continué à conserver. Mais si c'est un lieu plutôt public, d'autres sont des hôtels particuliers, beaucoup plus compliqués. Est-ce qu'il vous intéresse de la même manière ces façades qui sont vues de tout le monde et les hôtels particuliers qui sont plus secrets, plus cachés et peut-être, pour l'historienne que vous êtes et le photographe qui est Hervé René, plus compliqués à être exposés et à être fréquentés et donc à raconter. Ouais. Plus compliqué. Alors, d'ailleurs, il faut remercier les propriétaires qui sont conscients de la valeur du patrimoine qu'ils possèdent et qui ouvrent leurs portes gentiment, qui permettent qu'on fasse des photos, qui expliquent l'histoire du bâtiment, qui montrent leurs archives parfois. Donc évidemment, on ne donnera pas forcément l'adresse. Hein. On protège, on respecte aussi l'intimité des propriétaires. Mais c'est vrai que c'est aussi très émouvant de rentrer en fait chez des gens, tout simplement, hein, dans l'intimité des gens, et puis de voir des choses absolument extraordinaires, comme le plafond d'un appartement là, privé, fait entièrement de céramique, de plats de céramique. On a une autre villa avec des murs en cuir, enfin des choses qui participent vraiment, qui sont des savoir-faire, des immeubles de collectionneurs aussi, qui ont laissé des traces comme ça. Et
Qui raconte aussi une histoire d'une certaine classe sociale qui veut se distinguer par la manière de décorer et peut-être d'en mettre plein la vue à leurs visiteurs. Tout à fait, parce que c'est très ostentatoire et très souvent ces décorations sont dans les salles plutôt de réception. Et c'est vrai que les collections jouent, ou les œuvres d'art jouent un rôle de viatique un petit peu, hein, ce passeport qui fait qu'on peut rentrer et accéder à certaines... regardez, là quand même, on est dans l'hôtel Ouverture, on en met quand même plein les yeux. Hein. Le patron en met plein les yeux à ceux qui le reçoivent. Hein. C'est ça. Alors là, c'est vraiment la réussite sociale du propriétaire qui s'affiche dans la cage d'escalier avec... Donc toutes ces boiseries, le travail de l'escalier qui est absolument fabuleux, et puis toutes ces tapisseries qui ornent donc le service enfance-jeunesse aujourd'hui de la ville. Donc parce que la ville préserve quand même beaucoup ces endroits, donc c'est vraiment un endroit exceptionnel que vous pouvez voir au moment des Journées du patrimoine, aussi en allant au service enfance-jeunesse tout simplement. Et il y a une très belle cuisine qui accompagne... dans l'autre partie du bâtiment qui est vraiment resté dans son jus, comme au 19e, avec des beaux carreaux de céramique, les grands pianos, les fourneaux, etc. Voilà. Et ça, c'est l'un des nombreux escaliers qu'il y a dans ce livre. Et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous et Hervé René, vous êtes autant intéressés aux escaliers, ceux qui ont posé des problèmes au centre-ville au début des années 2000 avec des incendies et des entretiens compliqués de certains escaliers, mais ceux qui sont assez impressionnants, que ce soit au siège historique de Ouest-France, que ce soit celui qui conduit à l'horloge de l'hôtel de ville, celui qui permet de descendre dans le réservoir des galets. Qu'est-ce qu'ils racontent, les escaliers de notre ville? L'escalier, c'est une pièce maîtresse, hein, c'est la colonne vertébrale d'une maison. Si on fait un parallèle avec un squelette. Et puis, c'est surtout quelque chose qui peut être très ostentatoire. Vous voyez, jusqu'à la Renaissance, en fait, on a surtout des escaliers à vis, donc qui sont assez étroits et qui permettent de desservir des étages, tout simplement. Et à partir de la Renaissance, on voit les escaliers sur des façades. Pensez après au XVIIe, l'escalier des ambassadeurs de Versailles, puis au XIXe, l'escalier de l'Opéra Garnier. Enfin, ça devient en fait une pièce vraiment d'ostentation et qui inscrit les propriétaires dans leur réussite sociale. Et c'est une pièce qui est vraiment intéressante. Et alors graphiquement, vous avez tous cette image en tête quand on est tout en haut d'un escalier et qu'on voit en fait la spirale qui se fait, alors qui peut être plus ou moins carrée, c'est toujours très, très impressionnant et très graphique. Et Hervé René adore ces photos. Donc, il a photographié des milliers d'escaliers, et donc il en propose quelques versions aussi dans le livre. Et cet immeuble Auberture, il raconte aussi, mais vous l'avez commencé à le dire, ce changement d'affectation d'un lieu à travers le temps. Comment se pose la question de qu'est-ce que l'on décide de conserver, de raconter, parce que un autre lieu veut dire aussi d'autres usages et d'autres contraintes. Il peut y avoir les contraintes de sécurité qui ne se posaient pas de la même manière au XIXe siècle, la période révolutionnaire, l'incendie de Rennes qui ont aussi impacté ces bâtiments. Quelles traces on souhaite garder dans ces lieux qui ont changé d'affectation de ce qui a été l'histoire? Il y avait une chapelle dans l'hôtel de ville. Le palais Saint-Georges a été une abbaye bénédictine, puis une caserne militaire avant la piscine et puis la caserne des pompiers. Donc des lieux qui ont évolué avec le temps, mais ont-ils gardé une trace du temps? Ils ont souvent gardé en fait une charpente, ils ont gardé des espaces surtout. Après, même si à l'intérieur on a pu cloisonner, parce qu'on a parfois des pièces qui sont très très hautes de plafond, des pièces qui sont gigantesques, qu'on a redécoupées pour les usages plus contemporains. Évidemment, mais malgré tout, dès qu'on commence à regratter un petit peu à droite à gauche, on retrouve les traces originelles des constructions, et c'est toujours très intéressant. C'est comme ça aussi qu'on a caché puis redécouvert les mosaïques de Dorico. Exactement, on redécouvre tous les jours des mosaïques de Dorico derrière du placo, tout simplement parce que à un moment c'était plus la mode, on en avait marre de la couleur, on a voulu des grands espaces blancs, de la ligne pure, claire, des corniches débordantes, de la géométrie, et on a petit à petit recouvert certains revêtements
qu'on redécouvre aujourd'hui. Et alors là, c'est magique. C'est le cas en ce moment de la rue d'Estrée, là où on va bientôt, d'ici 1 mois et demi, on va retrouver 2 murs entiers avec une belle frise, avec des mouettes et des ornements dorés. Là, ça va être absolument splendide. Je vous invite à aller voir ça. Alors pas tout de suite, parce que là, il va y avoir un travail de restauration et de nettoyage, mais bientôt, ça va être superbe. Vous avez choisi dans ce livre de catégoriser les différents lieux que vous racontez. Il y a les lieux de pouvoir, il y a les lieux qui témoignent du sacré et de la mémoire, les lieux qui témoignent de la vie économique et industrielle, la puissance militaire, peut-être aussi du pouvoir avec les portes mordelaises ou ce qu'il en reste. Et puis l'image que je propose après, on a déjà parlé avec Auberture, qui a quelque chose à voir avec la vie économique et industrielle. Ici, je ne sais pas si vous savez où c'est, je ne sais pas si vous savez ce que ça a été. Voilà, une ancienne quincaillerie, oui, qui se trouve dans la rue de Saint-Malo, en fait, quand il y a un petit passage, la ruelle aux Chapeliers, qui est vraiment un tout petit passage qui est très méconnu aussi dans Rennes, que moi j'ai découvert très tard d'ailleurs, et qui est splendide. Quand on prend la ruelle aux Chapeliers, qu'on arrive dans la rue de Saint-Malo, on a en plus une énorme Vierge à l'Enfant qui est sur une des rares maisons en tuffeau de la rue de Saint-Malo. Et voilà, je vous le dis, vous verrez la prochaine fois, si vous vous baladez, vous allez constater aussi Et dans ce passage, on a donc cette ancienne quincaillerie qui a été entièrement rénovée. Donc c'est très moderne aujourd'hui. Mais on a gardé vraiment les matériaux, la configuration initiale. Et ça, c'est très intéressant. On a essayé dans le livre aussi je rebondis sur ce que disait Arnaud, c'est-à-dire de faire des entrées thématiques, d'accord, de montrer le commerce, par exemple à Rennes, le patrimoine lié au commerce, le patrimoine lié un peu plus institutionnel, à l'enseignement, le patrimoine religieux, etc. On a fait des entrées thématiques. Mais pourquoi cette place aussi quand même au patrimoine industriel et économique qui pendant longtemps n'est pas considéré comme du patrimoine, en tout cas pas de la même valeur, même si ça fait des structures, des formes dans le paysage assez étonnantes parfois. Le patrimoine industriel est méprisé, mais de manière générale, hein, c'est quelque chose qui est assez récent, la reconversion du patrimoine industriel. Et je pense que c'est peut-être justement les lieux qui sont le plus liés à la vie des gens, parce que finalement, dans une vie, on y passe énormément de temps dans ces lieux de travail. Et il est vraiment passionnant, parce que c'est l'histoire des luttes syndicales, c'est l'histoire des évolutions du travail, c'est l'histoire de tout un tas de travailleurs et de professions en fait très très différentes. Et donc, c'est une partie des cas, c'est aussi une histoire dramatique, parce que c'est une histoire qui a fini. Très souvent, qui s'est plutôt mal terminée. Et en fait, l'idée, je pense que c'est très dur pour des ouvriers, par exemple, de voir des hangars entiers, des lieux, des postes de travail entiers être démolis, rasés et disparaître complètement du paysage. Donc l'idée de reconvertir en plus a un côté assez sympa. On y arrive très bien aujourd'hui. On le voit au Grand 8, donc, qui est aussi dans le livre, où on reconvertit les anciens ateliers de mécanique de la SNCF. Et donc là, il y a vraiment une réappropriation des lieux, tout en conservant l'aspect en fait du lieu de travail, et là, il y a un côté mémoriel qui est toujours présent. Et la forgerie Crézé également. Qui est le magasin Inti aujourd'hui, donc un magasin de design qui s'est installé dans un endroit où on fabriquait des objets en métal. C'était la rue de la fracasserie, ils appelaient ça, parce que ça faisait beaucoup de bruit. En fait, les métallos faisaient beaucoup de bruit. C'est Rémi Crézé qui m'a raconté ça, un ancien vraiment ferronnier d'art qui a travaillé beaucoup avec les monuments historiques aussi. Et donc, dans ce magasin, aujourd'hui, ce sont des objets aussi industriels qui sont vendus. Donc, il a gardé toute la structure les poutres métalliques, le petit bureau avec toutes les ferronneries vitrées, etc. Il a vraiment tout gardé. Et c'est intéressant de voir que il y a une sensibilité et puis une histoire qui continue. Et pour la salle des coffres de l'ancien Crédit Agricole,
qu'on ne peut pas trop visiter, sauf si on est un petit peu malin. Mais c'est ça, la salle des coffres. Alors ça, c'est aussi des endroits qui sont absolument fascinants. Moi, j'avais pas pensé que ça pouvait être aussi plaisant, mais c'est le photographe Hervé Ronet là qui a été complètement subjugué. Et puis, alors, c'est très graphique parce que en fait, une salle des coffres, il faut savoir qu'on a beau essayer de reconvertir une banque, de lui donner d'autres affectations, de casser certaines cloisons, etc. La salle des coffres, elle n'est pas facile à démonter ni à casser. Donc c'est plutôt rassurant pour les usagers. Mais aujourd'hui, ça sert de rangement. Donc tous les coffres en fait sont alignés. Et puis là, c'est vrai qu'au niveau photographique, c'est très chouette. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un tout petit peu petit, mais évidemment, je ne peux que vous encourager à acheter le livre où vous pourrez prendre tout le temps qu'il vous faut et dont vous avez besoin pour le lire. Et puis, il y a tout ce patrimoine scolaire. Il y a les collections, des sacrées collections, alors qui, à Rennes, quand même, peinent à être bien valorisées et bien ouvertes au public, que ce soit les collections du Muséum d'histoire naturelle de l'Université de Rennes 2 ou le laboratoire du lycée Émile Zola, ce qu'il y a aussi donc dans l'école d'agro. Et puis il y a quand même, quand on parle d'école et de paysage et de patrimoine, cette curiosité à Rennes que vous connaissez. Ah, c'est pas celle-ci, je me suis trompé. Si, mais ça c'est de l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur du lycée Saint-Vincent. Du lycée Saint-Vincent. Voilà. Ce bout de Toscane, ce bout de lointain, c'est ça, ici, qu'est-ce qu'il raconte pour vous de la ville ? C'est vraiment le développement de l'architecture du 19e et puis avec toutes ces inspirations. Vous savez, au 19e, on faisait beaucoup de néo, donc on rapportait beaucoup de références architecturales qui venaient de pays exotiques, alors de l'Orient, de l'Italie, beaucoup. Et les Mellais, en fait, les frères Mellais ont été très très sensibles en fait à l'architecture italienne et ont donné à ce nouveau Saint-Vincent, parce que le premier Saint-Vincent c'était en fait le lycée Jean Massé, qui a été du coup préempté par la ville. Et donc quand ils ont construit ce nouveau Saint-Vincent avec cette nouvelle chapelle, eh bien les Mellais lui ont donné cette physionomie là qui marque alors très très fortement notre paysage urbain, qui fait partie de l'identité, je pense, de la ville aujourd'hui. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de détails avec cette rambarde en ferronnerie. Et si vous pouvez peut-être le distinguer, vous avez le Saint-Vincent, le S et le V en fait qui sont donc inclus dans le dessin de la ferronnerie. Et on termine avec 3 stars du patrimoine qui sont généralement assez prisées pendant les journées du matrimoine et du patrimoine. La première star, Couvent des Jacobins. Quoi d'autre ? Le Parlement. C'est le Parlement de Bretagne. Voilà. Parce que vous avez choisi aussi d'aller raconter par un des... Voilà, l'intérieur, parce que c'est aussi un lieu où chaque poutre est dessinée, chaque mètre carré ou centimètre carré est investi par l'art, à condition aussi là de le regarder comme il faut. C'est ça. L'idée, c'était pas de refaire encore une histoire du Parlement, parce que ça a été très bien fait par les historiens rennais depuis plusieurs décennies, mais c'était de montrer justement des endroits qu'on connaît pas forcément, que fréquentent les usagers du Parlement au quotidien. Voilà. Deuxième star des journées du matrimoine et du patrimoine, le réservoir du Galet. Voilà, cette grande cathédrale souterraine qui n'est ouverte que tous les 2 ans à la visite. Qu'est-ce qu'il y cache encore ? Il cache plus grand chose, mais il est néanmoins il est toujours un petit peu en eau. C'est tout simplement pour des problèmes de conservation. On est obligé de le garder en eau et il est vidé qu'une fois tous les 2 ans. Donc on a eu la chance là juste de pouvoir faire les photos et des nouvelles photos. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est une cathédrale en fait de pierre qui abritait tout simplement les réservoirs d'eau qui alimentaient toute la ville, qui venaient donc des eaux de Loisance, de la Minette, qui venaient un petit peu plus loin dans Rennes, là, un petit peu plus au-dessus que Beaulieu et bien au-delà, avec tout un système hydraulique évidemment qui permettait d'apporter les eaux, de les drainer jusqu'à ces réservoirs. Il y en a 3 en fait, il y en a 2 en pierre et puis 1 en béton, mais là il y en a qu'un qui se visite.
Voilà. Et que tous les 2 ans. Donc il faut vraiment prendre sa place en avance. Il vaut le détour. Il vaut le détour. Et puis dernière star depuis quelques années. Après, peut-être que vous fréquentez pour d'autres usages auparavant, mais voilà, la prison Jacques Cartier, qu'est-ce que ça raconte aussi, alors pour vous, moins ce lieu que l'attrait nouveau des Rennaises et des Rennais pour aller voir ce lieu, puisque depuis qu'il est ouvert pour la journée du matrimoine et du patrimoine, c'est la star qui écrase tout, quoi. La star. Oui. Et oui, parce que finalement, c'est un patrimoine, c'est un lieu qu'on ne connaît absolument pas. Donc plus on cache les choses et plus elles fascinent, évidemment. Donc il y a tout un imaginaire, je pense, qui se crée autour de l'univers des prisons, de la vie des prisonniers. On sait la difficulté en plus aujourd'hui l'état des prisons françaises. Donc là, c'est vraiment un peu un témoignage, et je trouve que c'est assez, ce qui est assez impressionnant, c'est quand on rentre en fait dans cette prison, qu'on entend des portes qui se ferment et qu'on voit les cellules. En fait, on n'en ressort plus jamais indemne de cette vision, et on se dit que c'est vraiment très très dur, quoi, l'enfermement. Ici, c'était pas une maison centrale comme la prison des femmes, qui est donc où les femmes purgent de très longues peines. Ici, c'était une prison dans laquelle un établissement pénitentiaire et une maison d'arrêt. Donc, on purgeait des peines plutôt courtes. Et ce sont les prisonniers qui entretenaient, qui repeignaient la prison régulièrement. Et puis là, donc elle va être de nouveau normalement remise progressivement à disposition des Rennais. Voilà. Et puis. Mais qui a une histoire courte, hein, c'est une centaine d'années simplement, très courte. Et pourtant en traversant des moments compliqués, hein, la guerre d'Algérie, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des enfants aussi qui ont été, voilà. D'autres histoires peut-être un peu plus légères avec les premiers temps des témoins de Jéhovah qui y étaient, parce que comme ils étaient objecteurs, ils voulaient pas faire le service militaire, ils allaient là, et paraît-il que ça se passait très très bien entre eux et puis les surveillants qui étaient là. Je savais pas, je connaissais pas l'histoire. Donc c'est aussi une histoire singulière, oui. Dans l'histoire de la ville, c'est pas grand chose. C'est aussi de là qu'ont été enfermés les derniers résistants, qui sont partis aussi pour les convois, derniers convois en fait, qui ne sont pas revenus, quoi. Donc il y a eu c'est vrai qu'elle est très chargée en histoire, cette prison Jacques Cartier. Et puis après, au niveau de l'architecture, elle est aussi très intéressante, puisque c'est l'architecture, voilà, les panoptiques qui permettent depuis un point central en fait, hein, et d'un coup d'œil circulaire d'observer absolument toutes les les entrées des cellules ou les portes des cellules. Ouais. Voilà, ce lieu et les autres sont à retrouver donc de votre livre Reine cachée, paru aux éditions Ouest France, et c'est sur le stand de la librairie Le Fayère qu'on pourra vous retrouver pour faire dédicacer, puis peut-être vous donner les bonnes adresses pour un tome 2 éventuellement. Merci beaucoup, Capucine Le Maître. Merci à vous et bonne suite de festival.